Magnifique. Bon, Zrat Hashem, on va commencer le deuxième cours de ce Marzor. Kol hakavod à toute l'équipe. Donc là, on se souviendra de cette soirée, je pense. Moi, je me souviendrai en tout cas. Pourquoi bon? Hein? Pourquoi? La difficulté de la Hashpat Hasviva. Justement, on va en parler. Voilà. C'est quoi la Shvat Hasviva? Ah, très bonne question. Un bon point pour vous. Merci. Donc, j'ai eu beaucoup de mal à choisir mon sujet cette semaine. J'avais 3 sujets. Ils seront tous traités, Bezrat Hashem. Tout compte fait, j'ai à la fin décidé, que je beaucoup m'a aidé de décider sur Hashpat Hasviva. On va parler de l'Hashpat Hasviva, ça veut dire quoi? L'influence de l'entourage, l'influence des fréquentations. Ouais. Donc, on va commencer déjà par un midrash incroyable que rapporte le Rav Dessler. Donc, cette semaine, encore une fois, c'est tiré du Rav Dessler dans le Chelek Aleph. Celui qui veut les références, je lui donnerai aussi, comme la semaine dernière. J'ai eu beaucoup de demandes pour les références. Donc, comme ça, le Rav Dessler, il commence comme ça. Yaron, un peu de calme. C'est gagné là. Les gens pensent que l'influence qu'on peut recevoir, elle concerne uniquement les jeunes enfants. C'est-à-dire que toujours les enfants, on leur dit fais attention à ta fréquentation, on regarde les fréquentations à l'école, fais gaffe, non, fréquente pas lui, c'est qui cette famille, c'est qui cet enfant, ta. Alors qu'en réalité, c'est totalement faux. Quelqu'un qui est adulte est complètement aussi sujet à être influencé par ce qui l'entoure, par les gens qu'il fréquente, par son travail, par sa famille, par ses amis, par ce qu'on veut. On est tous concernés par ce problème. Le Rav Dessler commence par rapporter un midrash, un Yalkut Shimoni sur la Parashat Shemot, dans le Perek Bet, Pasuk Kaf Alef. Là-bas, il rapporte le pasuk qui dit Vayoel Moshe la Shevet et Taïch. Donc c'est Moshe, il est arrivé, il vient de s'enfuir d'Égypte. Il s'est enfui de Paro, d'accord, parce qu'il voulait le tuer, suite à l'histoire où il a tué un Égyptien. Donc il s'est enfui, il va en Midian, et là il rencontre Tzipora, il veut se marier avec Tzipora. D'abord il a aidé Tzipora à prendre de l'eau dans le puits, parce que la famille de Yitro, elle commençait déjà à être embêtée, parce que Yitro il commençait à vouloir se convertir. D'accord, à l'époque c'était un Kohen, c'était un prêtre chez les Goïm, il a fait toute la Vodazara du monde, Yitro, parce qu'il était en recherche du Hémet. En tout cas, Moshe arrive. Les filles arrivent plus tôt que d'habitude, et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un homme qui nous a aidés à puiser l'eau, et donc ensuite, Yitro il a dit amenez-le à la maison, il a demandé à se marier avec Tzipora, et alors, il y a écrit dans le pasuk, Vayoel Moshe, la Shevet et Taïch, et Moshe a consenti, Vayoel c'est-à-dire il a consenti à résider avec l'homme, donc avec Yitro, Vaïten et Tzipora, il lui a donné Tzipora, Bito et Moshe, il a donné sa fille à Moshe. Très bien. Là-dessus, le Yalkut, il dit un truc incroyable, d'accord? Au moment où Moshe il parla avec Yitro, il lui a demandé donne-moi ta fille. Yitro lui a dit je suis d'accord de te donner ma fille, à une condition. La condition c'est quoi? C'est que le premier fils qui naîtra, tu le donneras à la Avodazara. Et ensuite les autres seront pour HaKadosh Baruch Hu. D'accord? Un tenaille assez difficile à supporter pour Moshe. Et malgré tout, Moshe il dit ouais. Pas seulement ouais, il jura à Yitro qu'il sera d'accord avec ce tenaille, et Béhémet, il est d'accord de donner son fils à la Avodazara. Moshe est d'accord de donner son premier fils à la Avodazara. D'accord? Incroyable. Alors, 2 questions. Primo, comment Moshe ne peut être d'accord avec une chose pareille? D'accord? Comment il peut jurer pour une chose pareille, d'être d'accord de donner son fils? Et deuxièmement, d'où le Midrash, il sort ça des psukim. C'est-à-dire, d'accord, tu veux me dire qu'il a été d'accord avec une chose pareille. Maintenant, il est où le... Et tu veux me dire que le mot Vayoel, c'est de là qu'on va voir qu'il a juré. Vayoel, s'il a consenti à résider avec l'homme. D'accord? Rashi dit sur place qu'en vérité, le pshat, c'est qu'il a consenti à résider avec l'homme, Kipshuto. Yitro, il a dit jure-moi que tu restes avec moi. Il a dit ok. Maintenant, donc, le mot Vayoel, on voit que ça peut avoir un lachon de joie. On va voir comment. Mais il est où le Tochan à joie? Il est où Birlal, le Inyan de la joie? Où tu vois qu'il a juré ça? D'accord? Même si tu veux me dire qu'il a juré, où est-ce que c'est dans les psukim qu'il a juré une chose pareille? Incroyable. Alors, le Maharal dans Tiferet Israël, il rapporte que les Chazal, bien souvent, ils arrivent
enfin pas bien souvent, les Chazal interprètent les paroles des gens, et que lorsqu'il est dans une personne est dans une certaine situation, il va dire une chose, et bien les Chazal comprennent que cette chose veut dire une autre chose. D'accord? Ça s'appelle Zéomer Karvekar. Lui il dit ainsi et ainsi, c'est-à-dire que ce qu'il dit, ça veut dire ça. C'est pas, faut pas le prendre au premier sens. On comprend qu'il y a une intention en fait derrière. Il y a quelque chose qui se passe en arrière-plan qu'on voit pas forcément avec les mots. D'accord? Ici, ils sont d'orège que le mot vayoel, consentir, c'est pas seulement être. Et normalement, ça veut dire, c'est une hidratsut, c'est-à-dire une acceptation de la personne. Je consens à rester avec toi, ça d'accord? Eh bien, eux, ils comprennent que déjà, quand une personne consent à quelque chose, eh bien, non seulement elle consent à ça, mais qu'en plus de ça, elle est tirée par ça, elle est traînée derrière cette chose-là. C'est-à-dire que quand la personne va accepter une petite chose, elle est déjà assujettie, soumise complètement à la chose. D'accord? Et même quand, des fois, dans notre Avodat Hashem, c'est un conseil qui peut être donné, qui est parfois en vérité déconseillé, c'est que une personne, pour réussir à tenir ses principes, elle va jurer. Elle va dire, je jure que je fais ça, ou je jure que je ne fais plus ça. Pour donner un kohar, pour donner une force, et une volonté, une motivation, et on aura peur de transgresser ce serment, ouais. Et bien même face à un serment, le ratson sera plus fort que ce serment. Donc à partir du moment où la personne elle a consenti à une certaine chose, il y a un ratson qui tombe, et ce ratson-là, il sera plus fort que tout. D'accord? On va voir chez nous comment ça se passe. Quand Moshe il est arrivé chez Yitro, donc Yitro, comme je vous ai dit, c'était quelqu'un qui a fréquenté toutes les Avodah Zara. Le Sabba Mikelem, il dit que justement ça montre le kohar à émettre que la conversion de Yitro qui allait arriver, combien elle est sincère, combien elle est forte, parce que justement quelqu'un qui a fréquenté un peu tout et qui est en recherche de émettre, une fois qu'il est arrivé au judaïsme et s'est converti, cette conversion est extrêmement sincère. Mais en tout cas à cette époque-là où quand Moshe est arrivé, Yitro n'était pas encore converti, il était encore avec la Avodah Zara. Et donc quand Moshe est arrivé voir Yitro, il l'a envoyé pendant 10 ans ça c'est le Targum Yonatan qui dit ça, il l'a envoyé sur le passouk que je vous ai cité, Kafalef, là-bas le Targum Yonatan, il y a un petit passouk, le Targum Yonatan il est énorme, en fait il explique ce qui s'est passé là-bas, il a envoyé Moshe en prison pendant 10 ans dans un trou. Parce qu'il avait peur de la réaction de Paro. Comme il venait de s'enfuir de Paro, il a dit d'où tu viens? Ben, je fuis Paro. Paro c'était l'ancien maître de Yitro. Yitro c'était un ministre à Paro. Yitro il a eu peur des représailles, il a eu peur de garder chez lui Moshe, de protéger Moshe. Et donc il l'a vite envoyé en prison. Et pendant ces 10 années-là, Tzipora, elle a fait Messiron Nefesh, elle le nourrissait, elle s'occupait de lui, etc. Donc pendant ces 10 premières années, il était en prison. Seulement ensuite, il l'a accueilli à la maison après ces 10 ans. Et il lui a dit, d'accord, je suis d'accord de donner ma fille, mais voilà, tu donnes, c'est toujours le Targum Yonatan qui rapporte, tu donnes ton aîné à la Avodah Zara. Et là, il dit, va Yoel, d'accord, je consens, je suis d'accord avec ta joie. Eh bien, les Chazal, et dans le Midrash, ils expliquent que même si, parce que Moshe, quand il s'est approché de Yitro, c'était pas juste pour avoir Tzipora, c'était aussi les Shem Shamaim. Pourquoi il a été d'accord de résider avec Yitro? C'était pour l'aider à faire tchouva, pour le ramener, pour l'extraire de la Avodah Zara. Donc son attention a été 100% Shem Shamaim. Eh bien, en vérité, à partir du moment où Moshe il a été d'accord de vivre avec cet homme, qui était encore en Avodah Zara, dans la pnimiout de son nefesh, à l'intérieur de lui, eh bien, il était déjà d'accord. C'est comme s'il avait déjà dit, je suis d'accord de donner mon fils à la Avodah Zara. D'accord? C'est-à-dire que à partir du moment où tu es d'accord de fréquenter une certaine chose, même si c'est Shem Shamaim, d'accord, tu vas vivre avec quelqu'un qui est en train de se convertir pour l'aider dans sa conversion. D'accord? Eh bien, à ce moment-là, tu es déjà d'accord de choses que normalement tu n'aurais jamais acceptées, mais simplement parce que tu as accepté de le fréquenter. Donc en vérité, bien que Moshe, ni il a pensé une chose pareille, ni il a dit une chose pareille, que j'allais donner mon fils, quand il a dit je vais aller vivre avec Yitro, qu'il n'a pas pensé qu'il allait donner son fils. Le Midrash te dit, en vérité, cette chose-là, il était déjà d'accord. C'est comme ça qu'on trouve, parce que effectivement, c'est pas écrit dans les psukim ça. Alors comment les Chachamim le savent? C'est parce qu'à partir du moment où il est consent, il est d'accord de vivre avec Yitro, et ben ça veut dire qu'il est déjà d'accord d'arriver à une chose pareille, de donner son fils à la Avodah Zara. D'accord?
Incroyable. On voit là déjà une parcelle de la Hashpa en fait, qu'on ne perçoit pas forcément dans notre quotidien, parce que c'est justement des choses sur lesquelles on n'est pas consciente. C'est simplement le fait d'accepter une chose. À l'intérieur de nous, on est déjà mévataire sur plein d'autres choses, sans s'en rendre compte. Et ça va arriver avec le temps. D'accord? Ça, c'est une première étape. D'accord, mais en finalité, il a vraiment donné son premier fils. Alors, finalité, un peu plus loin, on voit que c'est où? Dans Périk Dalet. Vous citez là-bas dans Périk Dalet, Cave Dalet. Là-bas, il y a écrit quoi? Baderer Bamalon. Donc il était en chemin, donc là c'est quand Moshe a quitté Yitro. Donc il est dans le désert. Vaïvgeshéou Hachem, Vaïvakesh Hamito. Et là-bas Hachem l'a rencontré et il a désiré tuer Moshe. C'est Tsukim, hein. Je vous cite pas des trucs qui n'existent pas. C'est pas des draches. Il a désiré tuer Akash Baruch. Akash Baruch a désiré, donc c'est pas Akash Baruch directement, c'est un malach. Akash Baruch il a envoyé un malach pour tuer Moshe. Alors pareil, il faut regarder le Targum Yonatan pour comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que Bémet, donc il était avec sa famille, avec ses enfants, donc il y avait Gershom et Elazar, d'accord? Quand il a quitté, Gershom n'était pas encore Maoul. Suite à la joie qu'il a fait à Yitro, donc on voit que Bémet, ça s'est passé, il n'a pas fait la Brit Mila à son fils. D'accord? Yitro a interdit Moshe de faire la Brit Mila à son fils. C'était une Totsa'a, c'était un résultat de cette joie, c'est que pareil, tu ne fais pas la Brit Mila à ton fils. Donc quand il a quitté la maison, son fils n'était pas Maoul. D'accord? Et alors pourquoi que je veux le tuer? Mais justement, ton fils il n'est pas Maoul. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Bah oui, mais j'étais assujetti à cette histoire. D'accord? Juste, il faut savoir que pourquoi Moshe, c'est quand même, il faut comprendre, Moshe, s'il était d'accord de jurer une chose pareille, en réalité, c'est parce qu'il était conscient qu'il n'était pas chayav de le faire, en vérité. Parce que tu ne peux pas jurer de ne pas faire une mitzvah, cette joie ne vaut rien. Je jure de ne plus manger kasher, cette joie ne vaut rien, d'accord? Tu es déjà en fait Metsouvé Alzé, et donc tu ne peux pas maintenant renier une chose pareille. Donc quand Moshe, il a juré, même si c'est pas Befouel, mais il était d'accord d'une chose pareille, qu'en fréquentant cette personne, il allait arriver à des choses pareilles, il n'était pas réellement d'accord avec ça. Il s'est dit, c'est juste un prétexte, en vérité je veux faire tchouva Yitro. Je suis là pour faire tchouva Yitro, pas pour Chaz v'Shalom envoyer mon fils à la Vodazara. Tachles, il a été obligé. Au niveau de Moshe, quand il jure, c'est sûr qu'il est beaucoup plus conscient que si quelqu'un d'entre nous jure. Puisqu'il a peut-être il n'a pas juré Befouel. C'est-à-dire, c'était, comme j'ai dit, ni il l'a pensé, ni il l'a dit. Mais non, moi ce que j'ai dit, c'est que Rav Dessler, lorsqu'il est d'accord de vivre avec Yitro, il est déjà d'accord d'une chose pareille. Moshe, aussi conscient qu'il peut l'être, ça ne change rien. Cette joie ne vaut rien, en vérité. D'accord? Ça, c'est égal à tous les hommes. Ça ne change rien. Non, ce qui est incroyable, c'est que Moshe Rabbeinu, qui, on va dire, il a des remparts incroyables, d'accord? Quand il est né, il y a une grande lumière. Nous, quand on est né, a priori, il ne s'est rien passé, d'accord? On n'a pas eu le même début de vie, d'accord? Donc ça allait être le sauveur du clan d'Israël. Donc c'était un grand homme. Malgré tout, il est déjà sujet à une influence incroyable de Yitro, d'accord? Ça veut dire que ce que tu dis, c'est que si Moshe n'était pas chez Yitro, et donc imaginons un retour une autre situation, on lui fait cette proposition, évidemment que là, même s'il est toujours dans la même situation où il aurait en tête peut-être d'aider quelqu'un à s'extraire de la Avoda Zara, etc., mais sans cohabiter avec lui, là il aurait dit non. C'est parce qu'il a cohabité avec Yitro qu'il s'est laissé se dire oui à cette proposition. Exactement. Donc, mais le même homme, autre part, dans notre situation, sans cohabitation, même si on a compris qu'en fait il dit pas vraiment oui, mais qu'en fait c'est une arnaque d'une certaine manière pour avoir Yitro, il aurait malgré tout dit non, dans une autre situation. Ici c'est la cohabitation qui a posé problème. C'est vraiment Yoel, Yoel Moshe la Chevette. Il est d'accord de vivre avec lui, donc c'est de partager sa vie, de partager d'une certaine façon ses croyances. D'accord? Donc Moshe, ce que je disais, c'est que Moshe, il a donc le passou qui dit Vaïvakesh chez Amito, parce que alors maintenant qu'il est parti, en vérité il faut savoir qu'il y avait un autre très bonne affaire, c'est que Moshe, effectivement quand il était en train de préparer le voyage pour partir, on va dire qu'à ce moment-là il était déjà permis pour lui de faire la Brit Mila à son fils, même s'il était assujetti à cette joie, mais comme il quittait la maison, je fais et je pars, d'accord? Il aurait pu le faire. Maintenant le cheshbon c'était qu'un enfant à cet âge-là, il avait plus de 8 jours, mais c'était encore un petit bébé, si on lui faisait à cet âge-là la Brit Mila, il n'aurait pas supporté le voyage dans le désert. Donc, on allait le faire un peu plus tard. C'est pour ça qu'il n'a pas fait ça tout de suite, juste avant de quitter Yitro.
Maintenant, quand il arrive au désert, qu'est-ce qu'il a fait Moshe? Est-ce qu'il a fait tout de suite la Brit Mila? Non. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à installer la tente, a commencé à faire un barbecue, à faire à manger, à s'occuper d'installation, et ensuite il allait faire la Brit Mila. Et c'est ça qu'on lui a reproché. C'est que Akash Baruch Hu Vaikesh l'a mytho. Je crois que t'as pas compris l'importance de la Brit Mila. D'accord, t'as pas fait avec Yitro, d'accord, t'as pas fait au départ parce que c'était dangereux pour le bébé. Maintenant le bébé il est apte à recevoir la Brit Mila. Tu fais pas ça tout de suite. Alors Chayav Mita. Et là vite Sipora, elle a pris un. Donc il y avait comme ça le Midrash, le Targum Yonatan raconte, le malach il chopait Moshe par la gorge, il allait le tuer. Et Tzipora elle a compris que c'était ça la faute. Elle a pris un caillou, elle a fait la Brit Mila à Gershom et c'est fait. Akash Baruch Hu, il voulait pas réellement tuer Moshe, il avait des projets plus grands pour Moshe, c'est pour lui faire prendre conscience de l'importance de la Brit Mila. Tu fais pas patienter une mitzvah pareille, d'accord? Surtout toi Moshe, tu fais pas patienter une mitzvah pareille. Donc, en tout cas, ce qui nous intéresse c'est que Béhémet, à tel point qu'il était assujetti à tout ça, c'est que Moshe il n'a pas pu faire la Brit Mila à son fils, et on voit que malheureusement, dans la descendance de Moshe, pas très loin, son petit-fils, Yehonatan, qu'on voit dans Shoftim, donc c'est Yehonatan ben Gershom ben Ménaché. Alors Ménaché, c'est pas Ménaché, c'est Moshe, mais c'était pour pas faire honte à Moshe, on a mis un Nun. Eh bien, hein, il est devenu prêtre de la fameuse Avodah Zara de Micha. D'accord, Micha, il avait un bête Avodah Zara, il voulait faire une sorte de temple, et il y a Yehonatan qui passait par là, il lui a dit viens, je vais te donner beaucoup d'argent et sois le prêtre de ma Avodah Zara. D'accord? Donc c'était un Ben Lévi, parce que c'était une famille de Lévi. Et donc Béhémet, il a accepté. Et là-bas, le passouk, c'est le même. Va Yoel à Lévi, la Shevet et Aïch. Et là-bas, Lévi, donc Yehonatan, a consenti à résider avec Micha et il est devenu prêtre de Avodah Zara. Donc on voit le résultat de juste, il a résidé avec Yitro pour lui faire tchouva, pour prendre sa fille. Voilà ce qui se passe. D'accord? Donc tout ça, ça fait flipper. D'accord? On va essayer de parler, parce que pour l'instant, c'est un peu difficile de mettre ça en application encore dans notre quotidien. Mais déjà, c'est pour expliquer jusqu'à où ça peut arriver la Hashpat Asviva. Une personne comme Moshe, c'est pour vraiment mettre une grande claque dans la figure, une personne comme Moshe, qui n'a rien dit, qui n'a rien montré comme volonté d'arriver à une situation pareille, et bien malgré tout, Chazal explique que dans le Kochot HaNefesh, déjà cette personne, elle est d'accord d'abandonner certains principes, comme donner son fils à la Avodah Zara. C'est incroyable. D'accord? Donc même quand c'est Shem Shamaim. Une personne maintenant, donc, dans la vie, une personne qui va aller chercher des gens pour leur faire tchouva, pareil, il est sujet à ce problème-là, de se retrouver dans une situation où il va être obligé de vivre un peu plus à la cool. D'accord? Mais il y a des exemples, il y a plein d'exemples. J'ai un exemple en tête d'une personne qui elle-même fait tchouva et que du coup il chauffe ses copains et donc il se retrouve dans certaines ambiances. Il y va, les Shem Shamaim, Béhémet, il fait des Shabbatot et tout, Il y a le Shabbat, du coup c'est des Shabbatot un peu plus cool, c'est des Shabbatot mix, c'est des Shabbatot trucs, À chaque fois qu'il en ressort, il me dit frérot, j'ai eu des galères, j'ai eu des trucs, parce qu'en vérité, alors là c'est vraiment pas shoot, parce que le gars il a peut-être même pas les armes pour lutter contre une chose pareille. C'est-à-dire que quand tu arrives dans une équipe qui est un peu plus cool, et que toi tu arrives avec toute la volonté de Dieu pour les aider, et bien d'une certaine manière tu es déjà d'accord d'être plus cool sur certains principes. D'accord? Peut-être ton langage il va un peu changer. Il faut leur parler dans leur langage. Tu vas parler mal, tu vas parler aux personnes qu'il ne faut pas parler, etc., etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'inverse aussi est vrai. C'est qu'une personne qui est au plus bas, qui accepte, et je me rappelle que ça, tu m'avais parlé un jour de ça, ça peut être une qualité. Quelqu'un qui est influençable, c'est aussi une qualité. Tout est une qualité, tout est un défaut, ça c'est évident. Mais en quoi être influençable peut être une qualité? C'est utiliser son cohort d'être influençable dans le bien. D'accord? Quelqu'un qui sait qu'il est très influençable, il va maintenant dans un Beth Midrash, il utilise son potentiel d'être influencé dans quelque chose de bien. D'accord? Il sera très vite chopé par le mouvement et il va changer. Midat Tova et Meruba Midat Ra, cette personne-là, à peine elle a déjà la pensée de vouloir être influencée dans le bien, qu'Akash Baruch Hu, il donne déjà les srouillottes d'être influencé dans le bien. D'accord? Donc ça c'est un premier point. C'est ça que dit Mishnah Alot quand elle dit que ta maison elle soit remplie de tzadikim. Toi, colle-toi au Ah oui, Nachan, Chazak. Exactement, d'avoir une maison de tzadikim, c'est-à-dire de vivre avec des tzadikim pour fréquenter, pour grandir avec eux, pour être influencé par les maasim des tzadikim. Maintenant, on va avancer un petit peu dans le... Il faut savoir que dans la Torah, toutes les personnes qui sont citées dans la Torah, c'est des personnes intelligentes.
n'y a pas une personne qui est débile. Voilà, et ça, c'était pas juste une. Rebalon, il adore, à ce moment, il n'arrête pas de raconter ça. Et ça, c'était pas quelqu'un qui était en casquette à l'envers, en t-shirt, en truc. C'était quelqu'un qui était en Streimel, je vous cite ces mots, en Streimel et en vrac. D'accord? Il est décrit comme ça, Bémet. Il a même rapporté un pchat intéressant quand il dit Yeshli Rav. Et ça, il dit à Yaakov Yeshli Rav, t'inquiète, moi j'ai beaucoup. Ça veut dire quoi? Yeshli Rabat. Moi aussi j'ai des rabbins, t'inquiète pas, moi aussi je fréquente les rabbanis, moi aussi j'étudie. C'était quelqu'un de. Et ça, c'était quelqu'un d'extrêmement aussi intelligent. C'était pas juste un petit racaille qui renie Dieu comme ça. Mais vous pouvez prendre tous les personnages. Bilam. C'était pas une petite racaille, c'était pas un prophète méchant qui avait juste en tête de faire du mal au clan d'Israël. Lavan, c'était pas un débile. Il n'y a aucune personne à la Torah qui est citée qui est un débile. C'est que des gens profondément intelligents, d'accord, des grands hommes. D'accord. Chacun de ces personnages sont des exemples pour nous, que ce soit dans le bien, que ce soit dans le mal. Ça représente des moussagim, des concepts, d'accord, des principes que nous on tire leçon de ça. Donc, tu peux pas tirer leçon d'un débile, c'est pas intéressant. D'accord? C'est une personne intéressante, c'est quelqu'un d'intelligent qui a une démarche mauvaise. Justement, c'est intéressant de voir où elle est son erreur. Donc, par exemple, chez nous, enfin pas chez nous, mais dans la Torah, on voit que Datan et Aviram, eh bien, donc pareil, deux grands hommes qui ont fréquenté la Shrina plus que le plus grand des Nevi'im. On dit que ceux qui ont assisté, la plus petite des servantes, à la Kriyat Yam Souf, a vu ce que le plus grand des Nevi'im, à savoir Yecheskel, n'a pas vu. D'accord? Ils n'étaient pas tous encore des Gdolim. À un moment de la Kriyat Yam Souf, ils venaient de sortir d'Égypte. Donc il y avait des gens tout petits aussi, qui ont vu Akadosh Baruch Hu, à Matan Torah, ils ont entendu Akadosh Baruch Hu directement parler, Anochi Hashem Elokera. Il y avait Datan et Aviram aussi qui ont assisté à des choses incroyables. Ouais, ils ont assisté à la manne. D'accord, c'était encore le Dor qui connaissait que la nourriture elle pousse du sol. Et c'était pas les petits enfants qui ont connu que la manne. Il y a des gens c'était la première génération du Midbar. Ils ont connu qu'on plante, on travaille la terre, ça pousse, on tue une vache. Là, ils ont connu un incroyable de voir de la nourriture qui tombe. D'accord? Nourriture qui tombe, il y avait plein de nissim. Le goût, tout le monde sait, elle prenait n'importe quel goût. Elle n'était pas à la même distance pour chacun. C'est-à-dire que le tzaddik, la nourriture, elle tombait juste devant sa maison, et le rachat, il fallait marcher 1 kilomètre pour récupérer sa nourriture. Tout était calculé parfaitement. Et il y avait deux tsivouyim, il y avait deux ordonnances à propos de la manne. Premièrement, c'était de ne pas garder. Voilà, faut pas faire des réserves. Elle pourrissait sinon. Et deuxièmement, Shabbat, de ne pas retourner prélever de la manne, parce qu'on recevait double part vendredi. D'accord? Donc, c'est deux tzibouim, c'est pas compliqué. D'accord? On te demande ça, c'est pas compliqué à respecter. Bien, vous prenez Datan et Aviram, vous l'avez dans le mille, ils ont transgressé les deux. D'accord? Puissants les gars. Alors que enfin, même s'ils n'avaient pas vu Akadosh Baruch Hu, disons, t'as deux trucs à respecter. En plus, là, ce qui est incroyable, c'est que c'est des gens qui ont vu tout ça, malgré tout, ils tombent dedans. D'accord? Donc, c'est juste pour montrer la capacité de l'homme à être contradictoire d'un extrême à l'autre. C'est-à-dire, tu fréquentes en même temps Akadosh Baruch Hu au quotidien, d'une certaine façon, la shrina, quoi. Et d'un autre côté, tu peux te comporter n'importe comment. Korach, pareil, Korach, c'était un Talmid Chacham, Midrashim, ils le décrivent comme un gadol. D'accord? Eh bien, Korach, quand il a fauté, les psukim ils disent que je regarde le pasouk, il y a écrit là-bas, El Aïda, les morts, Suruna Me'al Eloé à Anashim, éloignez-vous de ces gens-là, de leur tente, Aïlé, Ve'altigou, Bechol Asher Lahem, et ne touchez à aucune de leurs affaires, Pen Tesfu, Bechol Khatatrem, de peur que vous soyez tirés par leur faute et que vous soyez aussi avalés par la terre. Donc celui qui fréquentait, donc ces gens-là qui s'approchaient de ces gens-là, à partir du moment où ils ont été désignés comme Réchaïm et qui devaient être tués, ne vous approchez plus de ces gens-là, de toutes ces familles-là, et de plus, ne touchez à rien. D'accord? Ça veut dire quoi, ne toucher à rien? C'est-à-dire que si quelqu'un touche, par exemple, à l'argent de Korach, il va descendre. C'est ça ce que ça veut dire. Pourquoi il va être avalé par la terre? C'est-à-dire rien qu'en touchant ses affaires, il descend au niveau de Korach et de mériter donc d'être aussi avalé par la terre. Et une influence dans le toucher. Ça ne veut pas dire ça, ça ne veut pas qu'il y ait une influence dans le toucher. C'est que c'est des gens, ils se sont dit, ils vont mourir, moi je récupère les richesses. D'accord? Donc tu dis non, tu récupères pas ça. Parce que d'une certaine façon, quand tu fais ça, tu cautionnes ça, et donc tu es d'accord avec ça. C'est-à-dire que tu voudrais récupérer la richesse qui a été créée par les nazis.
Quelqu'un qui dit bon bah je vais me faire un peu d'argent, voilà la Suisse. Je dis que la Suisse était neutre. Faut savoir, ce ne sera pas diffusé sur tous les réseaux. Cette partie sera coupée au montage évidemment. C'est connu que les banques suisses sont remplies de toutes ces choses-là, d'accord, où elles sont passées toutes les dents en or et tout ça. Bon, donc j'ai pas participé, d'accord, je n'ai tué personne. Je ne suis pas suisse. Donc voilà. Mais on comprend bien, là on comprend clairement qu'une personne qui est d'accord de récupérer de l'argent de ce genre, de ce type, c'est que d'une certaine façon il cautionne un peu cette histoire. Donc c'est la même histoire ici, ne touchez pas à leurs affaires, sinon ça montre que vous êtes comme Korach, d'une certaine façon. Vous êtes d'accord avec ça. Et donc, celui qui faisait ça, il tombait. Très bien. C'est encore une fois l'idée de cette HPA énorme que peut avoir un rachat. Juste être d'accord d'avoir chez soi des affaires qui ont appartenu à un rachat, comme ça t'influence dans ce terrain-là. Parce que tu cautionnes ça, parce que tu es même inconsciemment d'accord avec cette idéologie. D'accord ? À l'époque de Lot, donc on fait un peu toutes les histoires, à l'époque de Lot, quand le malach il est venu pour détruire Sdom, eh bien le pasouk il leur a ordonné Al tabit acharecha. On a dit à Lot et à sa femme, qui ont tous les deux eu le srout d'être sauvés, le srout par Abraham, ne regarde pas derrière toi. Tout le monde connaît ça. D'accord ? Et ensuite, il y a écrit Vatabet ishto me'acharav, vatehi netziv melach. La femme de Lot, elle a regardé derrière elle s'est transformée en sel, en statue de sel. Ok ? Rachid dit Mida keneged Mida, parce qu'elle avait fauté avec le sel, elle n'était pas d'accord de donner, etc. Et donc, Mida keneged Mida, elle a été tuée par le sel. Très bien. Maintenant, il faut bien comprendre quel est le lien entre la punition et le issour. Nous, on t'a dit que ne regarde pas derrière toi. Quel rapport maintenant quel rapport entre cet interdit et la punition du sel? Parce que Sodome a été détruit par le sel, a été enfoncé. Donc, pourquoi elle aussi a été tuée par le sel? Quel est le rapport? D'accord? Il faut savoir que ici, Lot et sa femme ne méritaient pas d'être sauvés. D'accord? Béhémet, ils ne méritaient pas. Ils méritaient, on a dit, comme par le srout d'Abraham. Parce qu'Abraham, en gros, il allait être trop triste par la mort de Lot et de sa femme. Donc, voilà, il y a trop de Sahar. Donc, on les sauve. Premièrement. Deuxièmement, c'était une possibilité pour Abraham d'être modé à Kadosh Baruch Hu. On dit que Lot, c'était un cli pour la Avodat Hashem de Abraham Avinu. C'est-à-dire que si tu sauves mon neveu, ça va me permettre d'être modé à Kadosh Baruch Hu sincèrement, et ça va m'aider dans ma Avodat Hashem. Donc, c'était deux raisons pour lesquelles on a sauvé Lot et sa femme. Maintenant, si Béhémet, ils enfreignent l'interdit et ils regardent derrière eux, en quoi ça annule ces deux raisons? C'est-à-dire qu'on dit, ok, on va les sauver, par contre, qu'ils ne regardent pas derrière eux. Si, ok, maintenant ils ont regardé derrière eux. Alors, ça s'annule et Abraham, il ne va pas avoir de tsahar à ce moment-là. D'accord? Ça ne va pas être un cli à Odato. Ça ne va pas être un cli à Odato. Il n'y aura pas de quoi les pleurer. Pardon? Il n'y aura pas de quoi les pleurer. Si elle s'est retournée, c'est-à-dire qu'elle envie un peu encore un peu. Kolakavod. Donc, Kolakavod, exactement. Ça va être ça l'idée. Kolakavod. Alors justement, avant d'arriver à cette réponse, on va faire une petite étape. Kolakavod. Quand une personne, on va aller dans ton sens, Lilou. C'est coupé au montage aussi. C'est coupé au montage. Quand une personne, elle regarde la faute, quand une personne, elle observe la punition d'une personne, d'accord? Si par exemple, nous on étudie Malkout en ce moment, si une personne elle croise un Malkout, ça lui fait une réchima sur elle, ça lui fait une trace. On reste pas indifférent, d'accord? Et on s'imagine, si je vois la personne se faire taper, forcément le gars il va se renforcer et ne pas vouloir se faire taper. Et non, c'est pas évident. Quand tu vois la faute d'une personne, on voit dans Nazir et dans Sota. Pourquoi les deux parachutes ont été juxtaposés? On dit que la Sota, donc c'est la femme qui expose, vous connaissez tous la Sota, ouais. Eh bien, si une personne voit la femme Sota, la punition de la femme Sota, eh bien il a le chiouf d'être Nazir. Il doit être porège du vin. Quel est le lien? La personne qui voit la femme Sota doit devenir Nazir. Comment ça se fait? Alors les Mefarshim, ils expliquent que pour la femme Sota, elle est arrivée à faire ce qu'elle a fait parce qu'elle a eu un comportement un peu faible, donc elle a fauté avec un monsieur. Donc toi on te dit, le fait que tu as vu cette personne se faire punir, donc, en fait tu as vu d'une certaine façon cette avéra là, parce que cette punition est suite à la avéra,
ça te peut-être désensibilise un petit peu de la gravité. Et donc, on va te dire d'être porèche de quelque chose qui peut te mettre dans un comportement un peu rigolo, la boisson, et donc d'arriver à fauter comme elle. Donc on te dit, sois porèche du vin, pour pas arriver à te comporter comme cette femme-là, parce qu'en la voyant, ça te désensibilise un petit peu. Rien que le fait de voir la punition d'une personne, cette punition qui vient d'une faute, déjà ça te touche en fait, et ça atténue un peu pour toi la gravité de la faute. Donc quand le Midrash, parce qu'en fait c'est un srout, il faut mériter de voir la punition d'une personne. Parce que pour en tirer leçon, c'est pas évident. Ouais, on voit que la personne, elle peut être sujet à être influencée en voyant la punition d'une personne. C'est un srout de pouvoir voir la punition d'une personne et de tirer les leçons qu'il faut. Être conscient que cette personne, elle a eu cette punition parce qu'elle a fauté, donc c'est grave. Et donc toi, ça te renforce dans tes positions. D'accord ? Le Midrash, il rapporte un exemple d'une personne qui a amené quelqu'un qui était bourré, lui montrer d'autres personnes bourrées qui avaient un comportement catastrophique, qui se roulaient dans la terre, qui rigolaient, n'importe quoi. Et il lui a montré, regarde à quoi ça ressemble un bourré. Les gens étaient bourrés. C'est quoi la réaction de ce gars-là ? C'est quel bon vin qu'ils ont bu pour être dans une excitation pareille. Alors, cette personne-là, elle ne mérite pas en fait de voir la punition du bourré, justement. Elle ne comprend pas, ça ne lui parle pas. Juste ce que ça lui fait, c'est justement, elle veut encore plus leur ressembler. Mais ils kiffent, ils sont rigolos. Et on comprend tous que quelqu'un qui se roule dans la terre, c'est honteux, c'est gênant. Maintenant, cette personne-là, elle préfère, ce qui l'attire, c'est justement, je veux savoir c'est quoi ce vin qui nous met dans une ambiance pareille. Donc il faut le mériter. Oui, mais quand tu vois une femme sauter, ça te marque pas. Moi, si je vois quelqu'un qui éclate en morceaux, ça me marque. Je me dis à cause de ça, elle a eu ça. C'est choquant. C'est choquant. T'as raison. A priori, j'aurais dit comme toi. Je sais pas, je vois quelqu'un, si maintenant on pouvait voir la position de quelqu'un qui fait Hachonara, voilà, la prochaine fois je vais dire Hachonara, je me dis, oh purée, c'est ça, ça, c'est si tu arrives à tirer les bonnes choses. Mais en vérité, ce qui nous dévoile les Chazal, c'est que peut-être sur la durée, tu vas penser à cette faute, ça va te rappeler un peu cette faute qu'elle a fait, tellement ça t'a marqué, elle a explosé, et tu vas penser à cette faute. C'est-à-dire, bon, moi j'ai réussi à esquiver la punition, mais déjà c'est rentré dans tes yeux, quoi. C'est rentré dans ta tête un peu l'histoire. Ça ne veut pas dire qu'automatiquement, en direct, paf, tu vas fauter. Mais ça te fait une rishima. D'accord ? Ça ne te laisse pas indifférent. J'imagine que sur le coup, on est choqué. Voilà. Et ici, lorsque donc, Lot et sa femme, ils étaient eux aussi, influencés par Sdom, ils se comportaient comme eux, etc. Donc ils ont été sauvés uniquement par le srout d'Abraham. Donc c'est-à-dire qu'eux, en vérité, ne méritaient pas de voir la punition de ces Réchaïm. Ils n'étaient pas réellement moufrages de ça, ils n'étaient pas séparés de Sdom. Ils ne devaient pas être sauvés, ces deux personnes-là. D'accord ? Ils devaient mourir comme eux. Maintenant, la femme de Lot, en quittant Sdom, elle quittait la faute. Elle oubliait la faute. En se retournant, ça lui a remis le goût de la faute. D'accord ? Et il y a des Mefarshim qui disent qu'elle se retournait pour voir si ses deux filles étaient encore vivantes. On te dit ne te retourne pas. Elle se retourne quand même, ça te remet dans l'histoire. Tu vois Sdom, et là ça te remet les souvenirs, d'accord ? Tu as eu le srout d'être sauvé, mais tu mérites pas, tu n'es pas apte à profiter du moussard qui ressort de la punition. Toi, la seule chose qui va t'arriver, c'est qu'au contraire, ça va te replonger dans l'histoire. Et donc maintenant, pour répondre, et comme il a très bien dit Lilou, c'est que les Lot et sa femme qui eux ne méritaient pas d'être sauvés, voilà, c'est ça. Avraham Avinu, on a dit qu'il allait avoir du tsar, il allait ne pas pouvoir remercier Akadosh Baruch Hu comme il fallait. Mais Béhémet, comme il a très bien dit, c'est qu'en vérité, à partir du moment où tu vois qu'elle ne veut pas se séparer de ça, tu vois que dans sa Pnimiout, en vérité, elle n'a pas quitté ça. Moi, je t'ai donné une solution de sortie, d'accord, une porte de sortie, et toi, tu l'as pas prise, tu n'es pas rentré, tu n'es pas quitté. Donc, tu montres qu'en vérité, au fond, tu es encore accroché à ça. Donc, à ce moment-là, j'ai plus de regrets pour ta mort. Et ça veut pas dire qu'on est content qu'il meure. Mais tu mérites. Béhémet, c'est un tikkun. S'il meurt pas, il n'aura pas ce tikkun-là, il ne pourra pas guérir de cette chose-là. C'est aussi une tova, évidemment, la punition. Et donc, Avraham Avinu n'a plus cette tristesse-là, et ce sera plus une oda pour Akadosh Baruch Hu de l'avoir sauvée, puisqu'elle ne mérite pas d'être sauvée du tout. D'accord ? Moi, je vous ai donné un srout, mais vous ne méritez plus d'être sauvé. Parce que tu me montres qu'en réalité, tu es encore accroché à ça. D'accord ? Très bien.
Maintenant, on va arriver au dernier point, et c'est un point bémet, parce que jusque-là, tout ce qu'on a dit, c'est évidemment que c'est vrai, mais ça veut dire que dans notre quotidien, c'est un niveau difficile, on va dire, à conserver. C'est-à-dire que on est dans un monde où ne pas fréquenter l'extérieur, on va dire, c'est impossible. En vérité, c'est impossible, d'accord ? On ne peut pas, comme Yaakov Avinu, rester 14 ans chez Shem et Ever. Okay, aujourd'hui, ça n'existe plus. On peut aller se réfugier à Bnei Brak peut-être, mais même là-bas, ça ne changera pas grand-chose, d'accord ? Et ça rentre partout. Donc, le dernier point de ce malach-là, très intéressant et très important. On dit tous les jours, Ve'afta et Hashem Elokecha, Bechol Evavra, Bechol Nafshecha, Bechol Madecha, etc. Bechol Evavra, toujours le pshat, c'est quoi ? C'est Beshni Yetzircha, avec tes deux Yetzer, avec le Yetzer Tov et avec le Yetzer Hara. Il faut aimer Akadosh Baruch Hu avec les deux penchants. Yetzer Hara, Deux bêtes. les deux Les deux bêtes. Les deux bêtes, les Vafra, Chazak. Exactement. Donc, il y a le Yetzer Tov, ça c'est pas shoot. Il faut aimer Akadosh Baruch Hu avec son Yetzer Tov, il faut utiliser son Yetzer Tov pour aimer Akadosh Baruch Hu, très bien. Mais non, il y a aussi le Yetzer Hara utilisé dans le bien. Alors déjà, il y a un premier niveau, facile à trouver. On dit toujours Mitor Shilolishma Balishma. Et il y a plein de Vartora sur expliquer pourquoi le Shilolishma, c'est pas juste une possibilité d'arriver au Lishma, c'est une condition pour arriver au Lishma, le Shilolishma. De commencer par un Shilolishma, c'est une condition même pour arriver à ce Lishma. On va pas rentrer dans ça, mais en tout cas, le Lolishma, c'est une étape pour arriver à ça. Le Lolishma, ça peut être plein de choses. Et l'exemple classique qu'on donne, c'est qu'une personne, elle va étudier la Torah en voulant avoir du kavod. D'accord ? Avoir une bonne place, pris pour un Talmid Chacham, pour de l'argent, ce que tu veux, pour le kavod. Et donc, c'est un Lolishma clair. C'est pas seulement un Lolishma, c'est même une Avera. D'accord ? On ne doit pas chercher le kavod, on ne doit pas alimenter et courir après le kavod. Donc, c'est une Avera. D'accord ? Et bien pourtant, si cette personne, son Lolishma, c'est ça, c'est pour le kavod, et puis tout compte fait, elle a quand même en tête que je veux arriver à une étape, à un niveau de lishma et de faire ça par amour pour Akadosh Baruch Hu, c'est l'ambiance. C'est sûr que c'est. Donc Lolishma, mon Lolishma, c'est une Avera, mais j'ai dans mon viseur le niveau, là où je veux arriver, c'est quoi ? C'est Béhémet être sincère avec Akadosh Baruch Hu, aimer Akadosh Baruch Hu et réussir à étudier la Torah comme il faut, sincèrement. C'est juste qu'aujourd'hui, j'ai pas encore le niveau, donc il me faut une Tahava, il me faut un moteur. Ce moteur, c'est une Avera. Et bien cette Avera-là ne sera pas comptabilisée. Et ça s'appelle utiliser son Yetzer Hara pour le service d'Akadosh Baruch Hu. D'accord ? C'est un peu l'idée de la Avera Lishma. Avera Lishma, dans le Nazir et même dans Orayot, on dit que Gadol mitzvah Avera Lishma, mi mitzvah shelo Lishma. C'est plus grand une Avera Lishma qu'une mitzvah shelo Lishma. Bien sûr qu'il ne faut pas aller chercher l'Avera Lishma. Si on est Bediava dans une situation pareille, alors l'Avera Lishma aura un grand niveau. De faire une Avera pour le bien. D'accord ? Donc ici, cette Avera-là, elle est pour le bien. Et donc, la personne, elle utilise son Yetzer Hara pour servir à Akadosh Baruch Hu. Et donc, effectivement, non seulement elle ne sera pas punie, mais en plus de ça, elle aura du srout, d'avoir utilisé ses kochot pour arriver à un niveau positif, à quelque chose de sincère, au lishma. Ça, c'est le niveau le plus bas, on va dire, de l'utilisation du Yetzer Hara, qui est une réelle Avera. D'accord ? Maintenant, il y a une utilisation supérieure qui peut être 100% positive. 100% positive, l'utilisation du Yetzer Hara. Quand quelqu'un fréquente et dans une équipe négative, ou quand il est confronté à des choses mauvaises qui peuvent justement influencer, et que cette personne n'est pas influencée, n'est pas influençable, eh bien, c'est l'inverse qui va pouvoir ressortir. Si maintenant je te juxtapose à quelque chose de très mauvais, d'accord, et que toi tu es dans le bien, eh bien la chose mauvaise ne va faire que renforcer tes aspirations au bien. Parce que ça va te dégoûter, parce que tu vas pas vouloir ressembler. Ça c'est l'effet inverse. Je répète. Ouais. Le fait, quelque chose, on dit, normalement les choses nous influencent. Maintenant, il y a des choses qui peuvent avoir l'effet inverse. Quand quelqu'un il est confronté à quelque chose de mal et que lui il est bien dans ses baskets, d'accord, il n'est pas attiré par cette chose-là. Le fait de la fréquenter, le fait d'être confronté à ça, va pouvoir te renforcer toi dans tes convictions. Voir le sheker va te renforcer dans ton émet.
C'est-à-dire que si maintenant, toi, tu es conscient, voilà, je prends un exemple très simple. Quelqu'un qui fume de la beuh. Toi, tu ne fumes pas de la beuh, d'accord? Tu n'es pas attiré par ça, tu ne veux pas ça. Maintenant, tu as un de tes potes qui fume ça, et il en fume beaucoup. Ben, normalement, au bout d'un moment, le gars, son pote aussi, il va finir par fumer de la beuh, d'accord? À l'école, il y a des gens qui fument, tac tac, bah, il y a des gens, bon, allez, une ou deux taf, ça va. Ouais. Maintenant, je te parle de quelqu'un qui n'est pas une ou deux taf. Il veut pas. Les mecs, il veut pas. Eh bien, en vérité, le fait d'avoir, il n'a pas choisi délibérément d'avoir ce copain qui fume la beuh. Maintenant, il se trouve que c'est dans son entourage et il s'avère que des fois, ben, le gars, il est là, il fume. Eh bien, en vérité, ça va faire chez toi, au contraire, quelque chose qui va te renforcer contre la beuh. C'est-à-dire que tu vas voir les effets qui arrivent sur lui. Il a les yeux rouges, il est fatigué, il a faim, il est feignant. Voilà, c'est parce que c'est tous les symptômes. Le gars, il est feignant, il n'a pas les nerfs, il perd un peu la tête, etc. Bah, toi, en fait, tu vas juste être encore plus dégoûté de ça. Et donc là, non, t'es d'accord? Donc c'est, non, t'es pas d'accord? Tu dis c'est trop risqué? Ça dépend. Moi, je pense à ce que je disais tout à l'heure quand je disais, est-ce que ça veut dire que tu vas en mode de nuit pour essayer? Bah, ça veut dire, il faut prendre ce risque-là? Ah bah non, j'ai dit il a pas choisi délibérément. Ah ok, c'est Bédiavad. C'est Bédiavad. C'est-à-dire que c'est quelque chose, on va voir certains lettres là, mais encore une fois, c'est pas ces personnes-là qui l'ont choisi. C'est Bachamaïm, ça a été choisi. Akash Borou, mais Akash Borou, Bémet, il peut te mettre dans des situations où tu es avec des gens qui te font du mal, qui font mal, pour toi t'aider à te canaliser dans ce que tu aimes, à te renforcer dans ce que tu es. Parce que justement, cette personne-là, elle te dégoûte, tu veux pas ressembler. Combien il y a de fumeurs, de non-fumeurs qui sont à côté de fumeurs et qui disent « Ah, l'odeur de la clope, ça me dégoûte ». Et ça fait que les renforcer dans leur dégoût de la cigarette. D'accord? Peut-être que BMS, s'ils avaient été seuls, ils ne seraient pas autant forts contre la cigarette. Et un jour, mais là, avoir l'odeur, le mec qui tousse, il y a les dents jaunes, ah, j'ai vraiment pas envie, quoi. Là, tu m'as vraiment donné tous les arguments, ça me tente plus du tout, encore moins que de base. Pourquoi? Parce que, et ça, en vérité, ça peut être un chimouche de ce Yetzirah dans le bien. Lui, il n'a pas d'Yetzirah à la base. À la base, il n'a pas d'Yetzirah. Mais il n'est pas fort malgré tout dans la chose. Voilà. Il est proche d'un Yetzirah. La cigarette représente un Yetzirah que lui n'a pas beaucoup, mais qui existe. Il est à 90%, disons il y a encore 10% de Yetzirah pour la cigarette. 90%. Il a quand même pas 10%. Et là, le fait que il soit à côté, il est à 100%, il est à 115%. Exactement. Et l'inverse est aussi vrai, évidemment, c'est qu'une personne qui est foncièrement mal, eh bien la mettre dans une zviva de tzadikim va la renforcer dans son mal. Et on va prendre un exemple très concret. Non, va la renforcer dans son mal. En fait, la confrontation d'un extrême peut ou t'influencer, ou te renforcer dans tes positions, que tu campes encore plus dans tes positions. On voit avec un très bon exemple, avec Esav. Esav, il a été toute sa vie éduqué par Yitzhak et Rivka, d'accord? Et c'est quoi le résultat? C'est que c'est l'emblème même du Satan, d'accord? Son prince, chaque nation a un prince, un malach. Le malach de Esav, on a vu dans la paracha, qui s'est battu avec Yaakov, c'est le Satan. Ouais. Comment c'est possible une chose pareille? Toute sa vie, il a fréquenté Yitzhak et Rivka, d'accord? C'est incroyable, c'est un oxymore trop violent pour être acceptable. Mais en fait, c'est ça. C'est-à-dire que Esav, dans sa jeunesse, il n'a pas accepté le chinour de ses parents, d'accord? Ça peut être Metsiouti, ça peut être une réalité qu'on refuse ça. Et bien, à partir du moment où il a refusé l'éducation de ses parents et qu'il a perduré dedans et il s'est renforcé dans ce refus, eh bien, il a rejeté le fait que Yitzhak et Rivka était justement cette tzadikim-là, de cette ampleur-là, lui n'a fait que le renforcer dans son sheker. C'est-à-dire que refuser le émet, c'est incroyable. Que quand tu refuses quelque chose qui est bien, c'est-à-dire on te dit ne fais pas ça, c'est mal par exemple, ou fais ça, c'est bien, et toi dans ta tête tu te formates pour ne pas accepter cette chose-là, pour te renforcer dans le mal, et bien tu vas en venir à être dégoûté du émet. D'accord? Parce que tu n'as pas accepté d'être sensible au émet, donc tu as mis des remparts qui font que justement tu deviens un haineux de ce qui représente le émet. Et c'est justement ça l'idée que son sar, c'est le Satan, c'est que le Satan c'est le sheker absolu, d'accord? C'est ce qui refuse en bloc tout ce qui est émet, et Sam il a développé ça en lui, grâce, à cause de Yitzhak et Rivka, qui eux représentent un émet absolu,
bah lui, il a alimenté ce refus jusqu'à à le détester. On voit, Ça a dégoûté quoi. est dégoûté. D'ailleurs, pour dégoûter une chose, il faut bien la connaître. D'accord ? Je parlais de ça avec quelqu'un, les nazis ne détestaient pas les juifs stam comme ça. D'accord ? Il y a plein de nazis, j'avais lu dans un livre, enfin plein, il y en avait plusieurs, qui savaient parler la Shon HaKodesh. Ils parlaient la Shon HaKodesh, pas stam libro, ils parlaient la Shon HaKodesh. Ils avaient appris, ils se sont renseignés à mort sur les Bnei Israël. Ils se sont renseignés à fond. D'accord ? Ils connaissaient les fêtes, ils connaissaient toute leur avoda, etc. Et c'est que comme ça que tu peux détester une chose. C'est-à-dire qu'en n'acceptant pas, ils ont approfondi le sujet, et malgré tout, ils n'ont pas accepté ça, d'accord ? Ils ont développé justement du dégoût face à ça, ben ça a pu développer chez eux une haine sincère contre le juif. Pour devenir un bon apikoros, aujourd'hui il n'y a pas de réel apikoros. Les athées, les chrétiens, tout ça, c'est pas des apikosim. Il faut être beaucoup plus intelligent que ça, il faut être beaucoup plus connaisseur que ça pour être un réel kofer, pour renier Akadosh Baruch Hu, il faut le connaître. Tu peux pas détester quelque chose que tu connais pas. Tu peux ne pas avoir d'intérêt. Voilà, tu t'en fiches un peu de la chose. Tu détestes une matière, c'est parce que tu l'as étudiée à l'école. Et si tu n'avais pas étudié, bon, ça t'intéresse pas plus que ça c'est possible. Mais la détester sincèrement, bah, c'est être confronté à ça et malgré tout refuser et développer voilà, comme ça des sentiments inverses. D'accord ? C'est comme ça que Esav a pu devenir ce qu'il était. C'était pas par intérêt pour la Avodah Zarah, on dit qu'Amalek, parce qu'Amalek c'est un descendant de Esav, c'était pas intéressé par la Avodah Zarah. Il s'en fichait de la Avodah Zarah. Mais il sait très bien que c'est du Sheker à la Avodah Zarah, c'est pas ça son problème. C'est que maintenant il voit un peuple qui représente le Hémet. Il voit les Bnei Israël qui ressortent avec la Torah, une nouvelle arme secrète, et qui propage comme ça des rayonnements dans le monde. Donc il va y avoir un Hémet qui va se développer partout, ça ils peuvent pas supporter. Donc justement, là ça a fait ressurgir toute la haine chez Amalek en voyant le peuple comme ça sortir. Et donc, comme c'est des représentants de Esav, ont développé ce pendant-là au Sheker. Ça fait que maintenant, dès qu'il y a une situation de Hémet, quelque chose de bien, eh bien, ça, encore une fois, ça les dégoûte. Comme on a dit pour la personne qui est dégoûtée de la cigarette, donc dans le bien, eh bien, quelqu'un qui fume à côté de lui, direct, il va avoir une réaction extrême. Pareil pour quelqu'un qui est à fond dans le Sheker, qui développe de la haine. Si tu le mets, un gars qui ne veut pas devenir un bon juif, et tu le mets dans un Beth Midrash, c'est là qu'il va pouvoir en venir à détester le Beth Midrash. Parce qu'il est confronté à la chose, donc il développe des sentiments, il développe des forces, négué de ça. Contre ça. Notion importante. D'accord ? Donc, et maintenant, on voit plein d'exemples dans la Torah, et c'est ça que je parlais tout à l'heure, où l'Echatrila, on a mis certains personnages dans des situations de ce genre pour faire ressortir tout leur kohar en potentiel, leur potentiel en réalité. On a un premier exemple, c'est au début de la Haggadah Shel Pesach, on dit Mitrila Ovdei Avodah Zara Ayu Avotenu. Au début, nos ancêtres étaient des Ovdei Avodah Zara. Donc, pourquoi on commence par parler dans la Haggadah, on commence à parler des parents. Là-bas, on parle de Terach et des parents d'Avraham Avinu. Pourquoi on parle de ça, qui étaient des Ovdei Avodah Zara? À quoi ça nous sert? C'est justement pour nous expliquer que Avraham Avinu, il a été mis dans une situation extrême pour pouvoir devenir Avraham Avinu. Il est né dans une génération où il y a Nimrod, qui est le patron des idoles. Son père, c'est un vendeur d'idoles. On est dans une génération où c'est que de la Avodah Zara, en plus pipée complète. C'est vraiment un niveau tout pourri d'Avodah Zara. Ils sont à fond dedans, d'accord ? C'est que ça tout autour de nous. Imaginez des gens qui sont là dans la rue à se prosterner face à des pierres. D'accord ? Donc jusqu'au cou, plus que le cou. Et Avraham Avinu est né dans cette génération. Pourquoi ça ? Pour permettre justement à Avraham Avinu de dégoûter de ça, pour pouvoir être le représentant du Hémet absolu, comme Avraham Avinu qui est le premier à faire rayonner la présence d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. C'est parce qu'il a pu être confronté à un sheker pareil, à développer un dégoût pareil. D'accord ? Il criait, il y a un midrash magnifique où il criait dans la rue comme ça, qu'Akadosh Baruch Hu c'était le Dieu, qu'il fallait le servir, qu'il fallait le remercier. Et c'est pour ça qu'il s'est fait remarquer, etc. Pourquoi il criait comme ça ? Parce que tout autour, il y avait de la Avodah Zara qui criait. Donc ça l'a fait exploser. D'accord ? On a Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il est devenu Moshe Rabbeinu. Il est né où, Moshe Rabbeinu ? On a dit qu'il a fait toute son enfance chez qui ? Chez Paro. Pareil, Paro, c'est le Satan. Paro, c'est le Sheker. Paro, c'est le mal. C'était le chef de la nation de la Touma, qui a été le kishouf, plus fort kishouf de tout le monde, etc. Moshe, il est né là-bas. Encore une fois, pour être confronté à ce Sheker, pour pouvoir faire sortir de lui tout son amour pour le Hémet. D'accord ? Quand tu es confronté au Sheker, ton amour pour le Hémet, il ressort. Je donne encore des exemples.
Quand les Béné Israël, ils ont dû recevoir la Torah, bah pareil, ils ont dû vivre 210 ans en Mitzrayim, arriver au 49e port de Touma. Pourquoi on les a pas placés pour arriver à la Kabbalat Torah? Pourquoi on les a pas mis dans les Yeshiva Shel Malha, plein de rabbinim, une ambiance de fou, avec des shiurim, avec des chavrutot? C'est ça de base. Tu vas être préparé à recevoir la Torah, on va pas te mettre maintenant dans les égouts, d'accord? On va pas t'envoyer à Pigalle pour préparer la Kabbalat Torah. Ben, c'est ce qu'on a fait. Les maîtres, on les a envoyés dans la Touma absolue pour que leur accroche, leur attirance à la Torah soit plus forte encore. D'accord? On a plein d'exemples. Il y a Ammon et Moab. Moshe, il fallait pas qu'il tue Ammon et Moab parce qu'il y allait avoir Ruth qui allait naître pour pouvoir donner naissance à David Améler. Pareil, toute la malchoute juive, elle sort de Ammon et Moab, qui étaient des peuples qui méritaient d'être tués bémet. Pareil, pour faire ressortir toute cette douche. Il fallait qu'ils naissent dans une situation pareille. Un truc magnifique, toujours. J'ai jamais compris cette phrase. J'avais un mauvais pshat, je pense. On dit que dans Sanhedrin, là-bas, on dit que la Géoula Atida, quand le Mashiach va venir, quand est-ce qu'on va la mériter? C'est si tout le monde est Zakai, on le mérite, et si tout le monde est Chayav, on le mérite aussi. Donc il faut qu'on soit ou tous des Tzadikim, ou tous des Rechaim Gmurim. Bon, tout le monde est Tzadikim, on comprend, bah c'est bon, on est apte à recevoir le Mashiach, c'est clair, très bien. Mais non, comment ça se fait que si on est tous Chayavim, tous des Rechaim, c'est là aussi qu'on méritera le Mashiach, enfin c'est dans une situation pareille que le Mashiach va venir? Comment ça se fait? Moi je m'étais dit que on est tellement dans le gouffre, tellement enfoncé dans la moelle qu'on espère plus rien de nous, et donc on nous sauve de ça. Là, je sais pas si ce pshat il est vrai. En tout cas, Rav Dessler, justement, il nous explique que si on est tous des tzadikim, il n'y a pas de problème. Si on est tous des Rechaim, on est au fond de la Richout, de la Touma, etc. Et pas qu'on est moitié-moitié comme aujourd'hui, il y a des gens bien, il y a des gens pas bien. Parce que pourquoi ça peut pas marcher? Ça peut pas marcher justement parce que pour qu'on soit sensible au message du Mashiach, il faut qu'on soit dans un extrême violent. C'est-à-dire que si on est à la cool, on est un peu tzaddik, on n'est pas un peu tzaddik, le Mashiach va venir nous délivrer un message, bah ça va. Alors, c'est pas si loin de nous justement, donc on va pas être choqué par ce Hémet qui va arriver. On est un peu sujet on fréquente un peu aussi le Hémet, on fréquente un peu le Sheker, donc c'est pas un Hémet qui va nous choquer parce qu'on le fréquente aussi déjà un petit peu. D'accord? Donc quand il va dire mais sortez de là, mais ça va, sortez d'où? Je suis dans une maison juive. D'accord? Je fais quand même les mitzvot, je fais la Torah, ça va. Donc il va pas me choquer. Par contre, si on est tous des catastrophes, là on va prendre conscience de l'écart qu'il y a entre le Hémet et le Sheker, et c'est comme ça qu'on pourra être sorti. C'est pour ça qu'on va accepter dans une situation pareille, oui on acceptera le Mashiach, parce que on confronte ces deux extrêmes incroyables, et donc dans une situation pareille, on peut être influencé dans le bien. D'accord? Incroyable. Un pshat très intéressant. Donc voilà, et enfin, pour parler de la paracha, on a Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, le pauvre. Yaakov, c'est celui qui représente Tiferet, le Hémet. D'accord? C'est l'équilibre entre Abraham et Yitzhak. Abraham c'était Chesed, Din, et ensuite arrive Yaakov qui est censé représenter le Hémet. D'accord? C'est Midat HaEmet. Le pauvre, il démarre par de l'arnaque. C'est-à-dire qu'il arnaque son frère pour prendre la Bechora. Il arnaque son père pour prendre les brachot. D'accord? Donc il arnaque Lavan, il s'enfuit. D'accord? Il dit non, il arnaque Esav un peu plus tard. Quand dans la paracha aussi on voit quand il se quitte, quand il arrive avec les 400 militaires, ils discutent ensuite Esav il dit allez viens, ben non on est des frères, on s'aime, maintenant on s'aime, il a offert plein de cadeaux. Et il dit maintenant viens on habite ensemble à Seir. Et Yaakov il dit quoi? Ouais j'arrive, je te rejoins. D'accord? Il allait pas du tout le rejoindre. Pareil, encore une fois, un mytho. Ouais, je fais les valises, tu comprends, les enfants, ça marche lentement. Installe, prépare le barbecue, on est là dans 2 jours, grosse éclate. Donc, évidemment qu'il n'a pas menti, hein, c'est-à-dire qu'il a vu dans la Bénévoie, il avait vu qu'il fallait faire comme ça ce qu'il avait fait. Quand il a dit à Esav, je vais te rejoindre, en fait, il était mis de Kaven, que le Mashiach, il allait venir de Seir. On l'a vu dans. Ah non, ça, on a vu le Satan, il allait mourir là-bas. Donc ça démarre là-bas, donc il s'est dit, bah oui, on va être à Seir tous ensemble. Peut-être dans 5000 ans. Hein? Non, le Mashiach, il allait sortir de Seir. Donc oui, effectivement, on va se rejoindre à Seir, mais dans 5000 ans, quoi. D'accord? Ouais, quelques années près. Mais pas pressé, voilà, on est des frères, on va se rejoindre. Les enfants, ils... Ouais, ils marchent vraiment très lentement. Tu chipotes. Tu chipotes. Pas 5000 ans.
Mais pas tout de suite les grillades par contre, peut-être un peu cramé. Et au prochain. Prépare le charbon en tout cas. Donc il a pas menti, mais encore une fois, Yaakov qui est le représentant de tout ça, il a dû être confronté à ce sheker, à lui-même devoir un peu arnaquer pour être yotse la poël, ce koach là de Emet. Donc, et ça c'est un point, Emet très important aujourd'hui, dans la génération. On est dans une génération où il y a deux grandes choses qui nous touchent énormément. Il y a ce qu'appelle la mondialisation. La mondialisation, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut que tout soit uniforme. Je me suis demandé, est-ce qu'à l'époque ça existait ce genre d'influence-là? Je me suis dit peut-être dans les quartiers ça existait. Parce qu'il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas le contact. C'est-à-dire il y a 1000 ans, il y a 500 ans. Est-ce qu'il y avait comme ça cette influence entre nous? J'imagine que oui, il y avait des minagim, donc il y avait, j'imagine, un esprit dans une même ville peut-être, il y avait les mœurs qui étaient similaires. Aujourd'hui, c'est à l'échelle mondiale, d'accord? La mondialisation, c'est que tout le monde soit pareil. Quand il y a les Stan Smith, que c'est la mode, tu vas en Amérique, tu vas en Allemagne, tu vas en Angleterre, en France, ce que tu veux, on a tous des Stan Smith. C'est-à-dire, c'est pas une influence à l'échelle quartier, c'est une influence à l'échelle mondiale. D'accord? Donc c'est pour ça que je dis que c'est aujourd'hui très très dur, en vérité, de contrôler toute la Hashpat Asviva qu'on a décrit au début, la Hashpat Asviva que Moshe a subi avec Yitro. En fait, on est dans un monde qui alimente constamment cette idée d'Ashpa, c'est la mondialisation, c'est ce qu'on appelle, c'est vraiment uniformé, tout pareil, d'accord? L'iPhone, aujourd'hui, à l'époque, il y aurait eu une personne qui a un iPhone. Aujourd'hui, il y a des millions de personnes qui ont le même iPhone que toi, d'accord? Ça, c'est vrai pour le matériel, mais c'est vrai aussi du coup pour toutes les hashkafot de modernisation. D'accord, on a un pays qui va accepter certaines lois, de vouloir faire évoluer la société, les droits de l'homme, Il y a un pays qui va commencer à permettre le mariage, l'adoption. Et puis ensuite, la France, elle va suivre. Elle dit, c'est vrai, c'est l'avancée mondiale. Donc toutes les philosophies des pays et les avancées, genre de la hashkafa du monde, elle est à l'échelle mondiale. D'accord, donc elle est à l'échelle mondiale, elle se retrouve dans les portables, elle se retrouve dans tout ça. On a ça, on a les influenceurs, je sais aujourd'hui c'est quelque chose de nouveau. Alors les influenceurs c'est Bediouk, c'est magnifique parce que c'est le mot influence. D'accord, les influenceurs ont pour rôle d'influencer. D'accord, on parle français. Donc c'est-à-dire que c'est des comportements, les gens maintenant sont plongés dans un système où justement il faut ressembler à l'autre, on est jaloux de ce qui se passe chez l'autre, il y a des groupes énormes, j'ai entendu parler des groupes effroyables. C'est des gens qui parlent de leurs problèmes, des groupes juifs aussi, qui parlent de leurs problèmes, ils ont la possibilité en anonyme de parler de leurs problèmes et pas seulement en anonyme. Tu connais ces trucs-là? J'avais parlé. Et donc les gens parlent de leurs problèmes dessus et les gens réagissent dessus. Donc maintenant une fille va dire c'était mon anniversaire et mon mari il m'a offert ça. Il m'a offert un bracelet d'histoire d'or. Maintenant, sur ce groupe, il y a des milliers de personnes. C'est pas un petit groupe des milliers de personnes, je crois que c'est sur Facebook. Et bien, maintenant les gens y réagissent. Quoi, c'est tout? Et ça se fait pas. Moi, mon mari, il m'avait offert ça. Te laisse pas faire. Je sais pas quoi, des trucs comme ça. Mais c'est quotidien, ça. Et ça, c'est un truc. C'est quotidien, ce genre de choses. Là, on parle même pire. C'est pire que l'âge pas. Ça détruit les vies et les gens. D'écouter autour de soi, de fréquenter une mauvaise personne, de rentrer dans les groupes qu'il ne faut pas, etc. C'est vraiment le quotidien. Ce qu'il faut utiliser, c'est cette force. Là, on a parlé en deuxième point dans le Torah, c'est cette force justement de repérer le sheker, on va dire, repérer le quotidien extérieur qu'on voit, pour se renforcer dans ce qu'on est. Comme ce qu'ils ont eu Avraham Avinu, comme ce qu'ils ont eu. Quand tu rentres, il y a quelque chose que je n'avais pas compris à l'époque, que j'ai un peu mieux, que j'applique maintenant aujourd'hui. À l'époque, on va dire pour faire de l'ambiance et tout dans les shiurim, etc. J'allais vers la personne. En gros, c'est-à-dire c'est moi qui allais vers la personne dans son ambiance. Maintenant, il faut faire l'inverse. Il faut comprendre parce que maintenant je vous dis à quelqu'un qui fait des shiurim pour faire truc. Moi, je suis dans cette situation. Je vais aller me retrouver, enfin moi, je veux dire les rabbinim en général, ils vont dans des trucs, mais ils vont pas forcément. Ils vont prendre des personnes et les ramener eux dans le Beth Midrash. C'est l'idée de la Tevan Noire. C'est-à-dire que dehors, si tu veux pas me suivre, ne viens pas. Moi je te dis, si tu veux me trouver, c'est au Beth Midrash. D'accord? Ça change tout. C'est-à-dire que si vous voulez retrouver avec des gens pour une ambiance positive,
faut pas se retrouver chez la personne où tu vas pas pouvoir gérer l'ambiance. Il y aura des trucs forcément que tu vas devoir accepter, tu vas te confronter à des problèmes, et c'est là qu'en réalité, tu vas voir, tu vas parler, tu vas truc, et donc ça va te toucher, ça va t'influencer, ça va te radoucir dans tes convictions. Et ça, c'est un problème. D'accord? Donc, il ne faut jamais soit se retrouver là-bas. Il faut eux se retrouver chez nous. Il faut aussi, si tu veux parler à une personne, si tu veux truc, toi, tu gères la situation quand tu es chez toi. Donc, c'est ça l'idée. Noir, il ne peut pas maintenant rester dehors avec des gens de dehors. On ne gère plus la situation. On se protège, on va dans la Teva de Noir. C'est l'idée du Beth Midrash, c'est l'idée de tout ça. Voilà, c'est magnifique. On va à Yann Mordechai, il y a tous les étudiants. C'est pas juste des étudiants qui sont chez eux et qui gèrent pas. Ils sont plongés dans une situation où ils sont dans une ambiance de Beth Midrash. Et ça change tout. D'accord? Et quand on est dans cette ambiance de Beth Midrash, où on fréquente ces genres de choses, eh bien, quand tu vas à l'extérieur, tu peux maintenant pointer du doigt ce qu'il ne faut pas. Tu peux pointer du doigt, tu peux te renforcer maintenant dans ce que tu es, dans tes convictions. Parce que toi, tu as choisi quelque chose. Et donc, il faut développer, en fait, entre guillemets, cette haine-là. Pas développer de la haine, vous avez compris ce que je veux dire, cette haine du Sheker, comme Yaakov qui a développé, qui a été obligé de développer cette détestation, et comme Esav aussi qui a développé cette haine du Hémet, en étant confronté constamment à ça, il a développé cette haine. Donc on peut utiliser ce kohar là d'influence de façon inversée, c'est ça qui est magnifique, parce que si toi tu as des principes, si toi tu as des convictions dans ta vie, pour te sauver de ça, parce que tu es obligé maintenant de quelqu'un qui est à la fac, obligé maintenant, il vit avec des pathos, etc. Repère ce qui ne te va pas, repère ce qui contredit ta vie, d'accord? C'est parce que la Hashpa, elle est très forte, même sur les choses minimes, et on comprend, encore une fois, Moshe, il est allé juste chez Yitro, il a fini son petit-fils, il a fini dans la Avodah Zarah. Son fils, il n'a pas pu le faire à Brit Mila dès le début. Pourquoi? Parce que déjà, d'une certaine façon, il était mouskam, il était d'accord avec ce qui allait se passer. Si maintenant, toi, tu développes une haine face au Sheker, en le repérant, en le fréquentant, d'accord, pas délibérément, mais si maintenant tu es dans une situation où tu es comme ça, repère ça et comprends que ça contredit ce que tu fais, comme ce non-fumeur qui déteste l'odeur de la cigarette, et quand il est à côté de ça, il va pas chercher il est où le kiff, il est où le truc, non. Ce qu'il repère, c'est que l'odeur elle est dégoûtante et ça fait pas du bien au corps, etc. Donc en fait, c'est ça l'idée. En gros, c'est ça l'idée. Donc, Calvachomer dans ce monde où pas le maître mot, mais l'ambiance, c'est justement d'être tous pareils. Et malheureusement, si on développe un petit peu, le problème aussi, c'est qu'on perd tous de sa Ishiut. Moi, j'imagine qu'à l'époque, les gens avaient quelque chose d'intéressant à raconter. Aujourd'hui, tu parles avec une personne, les personnes ont tous les mêmes blagues, parce qu'on les a tous lues sur les groupes, ont tous les mêmes délires, ont tous les mêmes ambiances, on a tous vu le même film, on a écouté la même chanson, on a tout truc. Et les gens, au fur et à mesure, lâchent pas, c'est que t'as plus aucune personnalité, t'as plus aucune ishiout. D'accord? C'est l'idée de l'influenceuse. L'influenceuse, elle est là pour à la morning routine. Ils sont là, la dame, elle va te montrer son habitude du matin. Je commence par un petit milkshake, ensuite je bois un petit œuf, et puis chacun fait pareil, etc. etc. Puis au fur et à mesure, là tu as juste accepté le petit-déj, mais en vérité, au fur et à mesure, tu te calques à sa vie et tu espères avoir la vie de la personne. Elle est partie en vacances comme ça, et ils ont fait ça, il a pu louer un bateau, Et en fait, tu perds de vue ta vie à toi, ce que tu veux vraiment être, ce que tu veux faire, sans t'en rendre compte. Toi, tu as juste regardé tranquille, et puis après, toi, ton cerveau, il marche derrière. D'accord? Et puis après, tu dis, ouais, mais pourquoi pas? Et en fait, c'est ça qui est sympa. Bon, ça va, etc. etc. Donc c'est vraiment le quotidien de la société, c'est l'influence quotidienne. Les gens osent même plus penser ce qu'ils pensent. Ok, on pense tous la même chose, les gens n'ont pas de conviction. D'accord? Parce que tu vois, les lois qui sortent aujourd'hui, c'est des lois qui prouvent bien que la société n'a pas de réelle conviction dans quelque chose. Dès que quelqu'un il a une petite idée de quelque chose, pourquoi pas, truc. Il n'y a pas de réflexion derrière, de réelle réflexion. C'est une réflexion qui est très globale, plein de choses sont prises en compte, et n'importe qui peut parler, et on écoute, et on se laisse influencer, etc. Donc développer chez soi cette haine de choses qui ne doivent pas nous ressembler, parce qu'on est quelqu'un, et il faut développer l'amour de sa personnalité. C'est-à-dire que être amoureux de sa personnalité, c'est-à-dire que je veux être quelqu'un d'unique. D'accord? Quand tu parles, je veux que ça ressemble à rien, à aucune personne. Je veux que quand une personne elle parle avec moi, elle se souvienne que moi c'est Jonathan Sananes, et que les gens, ils savent qui je suis. Ils savent qui je suis. Ça c'est ma façon de penser.
j'ai cette idéologie, j'ai cette philosophie, j'ai cette chita dans le limoud, j'ai ma façon de m'habiller, etc. Après, on ne doit pas être différent pour être différent. Voilà, les gothiques, ils développent ça juste pour avoir un sens à leur vie. D'accord, mais ça se limite aux gothiques. D'accord, cet ashkafa-là, c'est juste pour se donner l'impression qu'ils défendent quelque chose. Les écologistes qui viennent détruire la Joconde, c'est pas qu'ils ont une conviction dans leur vie, c'est que maintenant ça anime quelque chose dans leur quotidien et ils ont l'impression de vivre, parce que sans ça ils ont rien du tout. D'accord, maintenant nous, Baruch Hashem, on a ce qu'il faut pour remplir notre vie. Maintenant ce qu'il faut, c'est développer cet amour-là d'être unique. Aujourd'hui, c'est annihilé, on nous éteint cette envie d'être unique, parce qu'il y a cette HPA-là d'être tout le monde pareil. Tout le monde dans le même délire, tout le monde dans le truc, c'est horrible en fait. C'est-à-dire que tu peux pas avoir maintenant une discussion avec quelqu'un qui est particulière. C'est-à-dire c'est toujours une discussion banale et qui ressemble à toutes les autres. D'accord ? Donc il faut chercher en soi. Je ne vais pas maintenant faire un cours de développement personnel sur comment on cherche en soi qui je suis réellement, etc. Mais déjà, réussir à faire le tri en développant cette haine-là. Moi je vais vous dire à l'époque, par exemple, ça c'est peut-être c'est quelque chose de réactionnaire un petit peu, mais quand par exemple un film comment dire, toutes les masses le regardaient, c'était vraiment le délire général, j'étais justement là dégoûté de vouloir le regarder. J'ai vraiment l'impression trop d'être un... je sais pas, il y avait la série là, qui s'appelle sur 10 ans là. Il y avait Flash, il y avait Arrow, mais non, mais la grosse série, j'ai oublié son nom, tout le monde connaît là. C'est quoi ce truc? Hein? Non, ouais, il y avait ça aussi par exemple. Non, comment elle s'appelle la grosse série pas cachère là en plus? La série avec les combattants là. Purée. Ah oui, le dragon là. Trône. Non, Game of Thrones. Game of Thrones. Voilà. Des millions, t'as pas vu? Au Préchel. Moi aussi j'ai. Mais mec, j'ai rien vu. Alors à l'époque, ça aurait pu m'arriver de regarder. Mais BMX, j'étais juste dégoûté parce que tout le monde en parlait. Tout le monde parlait que de ça. D'accord, et moi j'ai pas envie d'être obligé de parler de la même chose que tout le monde. Parce que moi j'aime certaines choses, moi je suis quelque chose, j'ai ma façon de penser, et si je sens que on est tous là comme ça derrière, comme des moutons à manger et trucs, on suit la masse, ben, j'ai l'impression de me détruire, j'ai l'impression de ne plus exister. Moi j'ai envie d'exister, j'ai besoin d'exister, et donc j'ai besoin d'avoir une pensée, j'ai besoin de sentir que je suis différent. Et donc par ce genre de maasim là, qui sont un peu trop caricaturel, parce que c'est une réaction, voilà, peut-être en fait j'aurais kiffé, il y a peut-être d'autres films que j'ai regardés, que plein de gens regardaient, mais là quand j'ai ce sentiment-là, où il y a tout le monde qui suit, tout le monde en parle, et quand t'as pas pu voir Game of Thrones, les frères, mais mec, Casa del Papel, ça va, il y a 12 épisodes, c'est rien, c'est un délire, t'inquiète, c'est caché, je sais pas quoi. Ouais mais frère, tout le monde en parle, j'en peux plus. C'est-à-dire, j'ai pas envie de pouvoir parler avec toi de Casa del Papel, j'ai pas envie. Mais mec, ça coupe la sociabilité, hein, c'est possible. J'ai pas envie de pouvoir parler de ça, parce que tout le monde en parle en fait, ça devient même plus un sujet intéressant. D'accord? Par contre, dans l'inverse, le Dafayomi, quand tu étudies le Dafayomi, mais là tu peux parler avec tout le monde, bon ça c'est sympa ça par contre. Je fais pas de Dafayomi, mais l'avantage du Dafayomi, ça me fait penser au Dafayomi. Quand tu parles du Dafayomi, quand tu étudies le Dafayomi, Rav Samuel il étudie le Dafayomi, c'est pas comme si il avait besoin d'étudier le Dafayomi, mais il le fait parce que quand il vient en France, bah, il peut parler avec tout le monde de Belimout, ça te fait Là, dans le positif, ça c'est pas mal, cette uniformisation si vous voulez, parce que ça permet d'avoir une possibilité dans toutes les possibilités. Je voyais dans le bus, il parlait, il se retournait, il parlait du DAF. C'est sympa, t'as toujours un truc à parler, c'est charmé, ça c'est sympa. Dans Dirchou c'est sympa. Mais si j'avais le temps, si j'avais l'envie, bah, ces trucs-là sont très sympas. Tu le retournes, il y a tellement de gens maintenant aujourd'hui qui font Dirchou et le truc, c'est sympa. Mais de ça, oui. Mais quelque chose, j'ai rien à faire à la Casa del Papel, c'est sympathique. J'imagine que la série est très sympa. Voilà, j'ai entendu parler. Les gens, j'imagine que c'est pas pour rien que tout le monde se rue derrière ça. Et moi, ce qui m'embête dans cette idée, c'est cette HPA-là qui fait que j'ai plus de liberté de penser, j'ai plus de liberté de choisir, plus de liberté d'envie. D'accord ? Mes envies sont dirigées. Tu sais ce que tu veux toi réellement dans la vie ? Tu sais quel basket t'aimes porter ? Tu sais quel costume ? Tu sais c'est quoi ton style ? Ça, c'est l'extérieur encore, mais c'est-à-dire, tu sais ça ? Aujourd'hui, à l'époque, t'aimais les pantalons slim, aujourd'hui ça commence à être des pantalons un peu pattes d'éléphant. Ben voilà, ben les gens maintenant ils changent. Ah, mais j'ai un style, je sais ce que j'aime, mais voilà, c'est tout. C'est-à-dire, pas besoin d'être toujours tiré comme ça, et je sais même plus à qui je ressemble, à quoi je ressemble, qui je suis. Et ça, c'est dans le matériel. Calva Homer, dans ce que je pense, que
dans la rue, tu parles, les gens n'osent pas dire ce qu'ils pensent parce qu'il y a une uniformisation de la pensée, que tout le monde doit penser la même chose. Et ben les gens maintenant ne disent pas. Et quand ils vont avoir une petite conviction, ils vont le dire en mode peut-être. Ouais, c'était quoi? C'était trop marrant. Il y avait en gros un gars qui demandait dans la rue quelque chose. Je sais plus c'était quoi la question. Et il y a une des deux personnes qui a répondu, en gros, il y avait A et B, qui a dit franchement c'est A que je préfère à mort, à ses chambés, tatata. Et puis la deuxième personne a dit à moi vraiment A ça me dégoûte, moi c'est B à fond. Alors la première personne elle a dit non, c'est vrai que A ce sera que dans une situation extrême. C'est vrai que B ça aurait été mon choix de base, mais A ça peut être sympa aussi. La pauvre, les mettre la pauvre. Alors ça c'est vraiment hyper caricatural et c'est visible, on le voit. Mais en fait on est tous sujets à ça un petit peu. Donc ça c'est juste même dans la pensée. Après voilà, si on parle dans notre Avodat Hashem, évidemment il faut faire attention. Hashpat Asviva, ça c'est même de base. Ça tout le monde est conscient de faire attention à Hashpat Asviva de dehors, etc. Ça, je pense qu'il faut développer la haine du sheker. Je pense qu'il faut développer cet amour-là, cet amour d'être juif, et de pas voilà, il y a des choses qui rentrent à la maison sans qu'on le décide, et développer comme ça cette haine, comme Yaakov, comme Moshe Rabbeinu, comme Abraham, ils ont été mis dans cette situation pour réussir à être ce Avraham Avinu là qui prône le Hémet plus que tout, très fort, parce qu'il a été confronté à ce sheker. Voilà, Kol HaKavod Rabotai. Kol HaKavod. Bezrat Hashem, la semaine prochaine. Bon, normalement les cours ils sont plus courts, mais là on s'éclate un peu, d'accord. Bezrat Hashem, la semaine prochaine on va essayer de limiter un peu plus que ça, commencer à 20h aussi. Et on va parler, je vous spoil comme ça, vous le savez, si ça vous chauffe en tout cas, on va parler de la faute d'Adam Arishon et de sa Bechira. D'accord, Adam Arishon il a mangé le Hetzadat, comment c'est possible une chose pareille? C'est quoi les résultats? C'est quoi les pré-résultats? Etc. 2-1, il y a combien 2-1. Oh, à l'instant, Voilà. quel teasing. Voilà, Kol HaKavod Rabbi Isai. Ah,